Salut les gens, il fait frais. Ce qui va me permettre de retourner chez moi, au sens tourner à nouveau chez moi, pas au sens revenir chez moi. Je me suis pas cassé parce qu'il faisait chaud. Enfin bref. Bienvenue dans ce nouveau format qui va me permettre de parler de films qui sont pas dans l'actualité. Et si je fais ce nouveau format sur la chaîne maintenant, c'est pour 3 raisons. La première, c'est qu'en ce moment, je suis en train de bosser assez intensément sur différentes vidéos et différentes choses qui me demandent vraiment beaucoup d'implications, que ce soit en termes de montage, de mise en place, d'écriture et tout. Le prochain Fossoyeur, bien sûr, qui arrivera, si tout se passe bien, début octobre. Le prochain Aparté, et j'allais dire le prochain Film Wars, mais en fait je l'ai mis en ligne il y a à peine quelques jours. Film Wars, je le rappelle, c'est le contenu exclusif que je fais sur Dailymotion, qui arrive bientôt à sa fin, vu qu'il y a 12 épisodes en tout, et je vous incite à aller le voir, vite, allez-y, oui. Et voilà, c'est pour ça qu'en septembre, il n'y a pas eu de choses qui sont sorties sur cette chaîne, c'est parce que je suis en train de bosser là-dessus. Et je me suis dit que pour vous faire patienter, j'aimerais vous publier un petit contenu à la cool, qui soit pas forcément un après-séance, parce qu'il n'y a pas vraiment de film en ce moment que j'ai envie de traiter en après-séance. Ce qui ne veut pas dire que je considère qu'il n'y a pas de bons films qui sortent en ce moment. Par exemple, je vous recommande Comancheria, qui est plutôt cool. Et voilà, j'avais envie de vous faire autre chose, ce qui mène à la deuxième raison. Le fait est que les deux formats principaux sur la chaîne, c'est le Fossoyeur de film et l'après-séance. Fossoyeur de film qui me permet de vous parler de films qui sont pas dans l'actualité à travers le personnage du Fossoyeur et des chroniques qui sont très écrites, très mises en place. Et l'après-séance qui me permet de sortir du personnage, de vous parler dans un mode différent, un peu plus naturel, comme je suis en train de le faire actuellement, vous parlez de sorties plus récentes. Donc voilà, c'est deux pôles un petit peu opposés qui permettent de balayer largement tout ce spectre qui m'intéresse. Mais il y a quelque chose qui a commencé au fil du temps à me frustrer, c'est qu'à la base, l'univers de cinéma que j'ai envie de mettre en avant dans cette chaîne, on va dire que c'est un univers de cinéma de genre qui est plutôt orienté années 70, années 80, années 90. Pas que, bien entendu, mais c'est principalement ça le socle de base. Il y a un truc très générationnel dedans. Et le fait est, je sais pas si vous avez remarqué, que les Fossoyeurs, ça arrive pas méga souvent, parce que ça me demande beaucoup de boulot, même si je vais accélérer la cadence pour les prochains. Là, le prochain arrivera à peine 2 mois après le précédent, et je vais essayer de tenir ce rythme. Mais voilà, ça me demande beaucoup de boulot, donc je me retrouve frustré de ne pas pouvoir vous parler de cet univers de cinéma autant que je voudrais. Et résultat, les après-séances, qui sont beaucoup plus rapides à faire, prennent beaucoup plus de place, alors que c'est pas vraiment ça l'univers de base de la chaîne, même si j'aime beaucoup faire les après-séances et que ça s'arrêtera pas. Mais il y avait cette forme de frustration en tout cas. Donc j'ai eu envie de faire un format en fait qui soit aussi très réactif, très rapide à faire, pas du tout prise de tête, sur le même mode un petit peu de présentation que les après-séances, mais pas pour des films qui sont dans l'actualité. Donc avec ces vidéos de conseils, je vais vous parler de films qui comptent pour moi, chaque fois en axant une vidéo sur un genre spécifique, en vous conseillant chaque fois 3 films, parce que je vais pas non plus faire une liste de 30 références que je vais jeter comme ça à la va-vite. J'ai quand même envie de pouvoir un petit peu vous parler de ces films, ce qui m'empêchera pas à plus ou moins long terme de recommencer une vidéo sur un même genre pour vous conseiller d'autres films dans ce genre. Et voilà, ça sera pas des vidéos analytiques au sens vénère du terme, parce que je pars du principe que vous n'avez pas forcément vu ces films, étant donné que je vais parler de films plutôt pas trop connus du grand public. Et ça sera plus des vidéos en fait pour vous conseiller ces films, comme un pote vous conseillerait un film en soirée, tout simplement. Et la troisième et dernière raison, c'est tout simplement que depuis assez longtemps, vous êtes beaucoup à me demander de vous conseiller des films. Donc ça tombe bien. On commence donc aujourd'hui avec une vidéo axée sur le genre du fantastique, que j'ai appelé film surnaturel dans le titre, parce que je trouvais ça joli, voilà. Et le fantastique qui est, je le rappelle, l'irruption du surnaturel dans la rationalité du quotidien. Et le premier des 3 films dont je vais vous parler à ce niveau-là, c'est La Dernière Vague de Peter Weir, qui est sorti en 1977. Peter Weir, c'est un réalisateur australien que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement plutôt pour sa période hollywoodienne, on va dire, avec des films comme Le Cercle des Poètes Disparus, Master and Commander, Le Truman Show, Witness, qui est, si je dis pas de conneries, son premier film américain. Mais voilà, comme il est australien, il a commencé en Australie. Et en fait, comme Roman Polanski, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître ensuite pour autre chose, auprès du grand public, mais qui a commencé en fait avec les 2 pieds dans le genre du fantastique. Les 3 premiers films de Peter Weir, au sens long métrage de cinéma, relèvent purement de ce genre-là. Le tout premier, c'était Les voitures qui ont mangé Paris. J'adore ce titre, putain. Le deuxième, c'était le cultissime Picnic à Hanging Rock, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et le troisième, donc, c'est La Dernière Vague, qui clôt cette officieuse trilogie fantastique des débuts. Et même si ces films valent tous les 3 vraiment le détour, La Dernière Vague, ça reste vraiment mon préféré.
L'histoire se déroule en Australie, où il commence à y avoir des phénomènes météorologiques super chelous, par exemple de la grêle dans le désert, ce genre de choses, ce qui commence à créer de l'inquiétude chez les médias et chez la population, forcément. Et à Sydney, pendant ce temps, dans un bar, il y a une baston entre aborigènes, et il y en a un qui meurt, ce qui fait que les 4 autres sont emprisonnés et vont passer en jugement. Et il y a un avocat, qui est joué par Richard Chamberlain, qui est assigné à leur défense. Et à mesure qu'il va apprendre à les connaître, surtout un de la bande en particulier, il va commencer à faire des rêves très très étranges, et même en dehors de ses rêves à proprement parler, il va se rendre compte que son quotidien est traversé de plus en plus de dissonances très très bizarres. Et très rapidement, il va se rendre compte que derrière cet événement en particulier, il y a quelque chose de beaucoup plus énorme qui se trame, quelque chose qui le dépasse complètement, quelque chose qui relève du mystique. Est-ce l'apocalypse ? Ça pourrait bien être le cas, oui. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, mais on a vraiment affaire à un film qui développe cette atmosphère très particulière, cette sensation en fait que quelque chose d'énorme et de catastrophique pointe à l'horizon. Et c'est un petit peu comme dans des films comme Take Shelter ou Miracle Mile. En fait, tout le récit va être axé sur l'incertitude par rapport à ça. Est-ce que ça va vraiment arriver ? Est-ce que c'est le personnage principal qui est en train de partir en banane et qui s'imagine des choses ? On sait pas trop, c'est ça qui crée le truc vraiment passionnant, parce que ce personnage va devoir se comporter comme si c'était le cas, dans le doute, tout en ayant conscience qu'il se détache complètement de son quotidien, de ses proches et de tout ce qui faisait, encore une fois, la rationalité de son monde. J'adore ce travail d'atmosphère, et c'est surtout pour ça que je vous conseille ce film, c'est que c'est un travail qui est purement cinématographique. Ça va être dans la manière de gérer l'espace, bien sûr, mais gérer aussi les silences, gérer le temps du film, gérer l'incertitude par rapport à certains éléments. C'est quelque chose qui dépasse l'écriture ou les effets conscients un petit peu gratuits. Et c'est là qu'on voit tout ce qui fait le sel du cinéma de Peter Weir dès le départ. Peter Weir, c'est pas vraiment un formaliste, c'est pas quelqu'un qui a une mise en scène tape à l'œil ou qui va vouloir ostensiblement attirer notre regard sur tel ou tel effet. Mais par contre, c'est quelqu'un vraiment qui est millimétré dans ses réalisations, qui va juste prendre son temps pour installer toute une mécanique de narration qui est juste implacable. Ça paye pas de mine comme ça, mais en fait c'est encore plus fort, parce que c'est encore plus insidieux, et sans qu'on s'en rende compte, on se trouve vraiment pris dans cet engrenage malgré nous. Et le fait d'avoir placé la culture aborigène au centre du récit à ce niveau, c'est du pain béni, parce que cette culture aborigène, elle a une mystique qui est très particulière, notamment avec la notion du temps cyclique, aussi la notion du rêve, qui est plus ou moins considéré comme un pan d'existence à part entière, d'où la très grande importance des rêves que fait le personnage de Richard Chamberlain dans le film. Et en fait, avoir utilisé cette culture et ces références donne tout de suite à l'atmosphère qui est développée dans le film un côté complètement halluciné. Donc voilà, je m'arrête là pour la dernière vague et je vous laisse découvrir le reste. Mais je vous le conseille vraiment pour tout ce travail purement filmique sur l'atmosphère. Vraiment, à ce niveau, c'est un modèle du genre. Le deuxième film que je vous conseille aujourd'hui, c'est Cat People de Paul Schrader, sorti en 1982, dont le titre français est La Féline. Paul Schrader, c'est quelqu'un qu'on connaît la plupart du temps, surtout pour son activité de scénariste. C'est notamment lui qui avait fait les scénarios de Taxi Driver et de Raging Bull, et surtout connu pour ça à la base. Il a fait plein d'autres scénarios, collaboré à plein d'autres films. Mais il a aussi une carrière de réalisateur. Il avait fait notamment American Gigolo avec Richard Gere. Plus récemment, la pop culture a retenu en fait son projet L'Exorciste Dominion, qui était censé être une préquelle de L'Exorciste, mais en fait le studio n'a pas du tout aimé, donc en fait ils ont remplacé Paul Schrader par Renny Harlin, ce qui a donné L'Exorciste au commencement, qui était un film pas terrible du tout, mais plus axé divertissement. Et en fait, comme ils se sont rendus compte que cette version était pourrie et que la version de Schrader circulait plus ou moins dans les festivals, aujourd'hui, les deux versions en fait de ce film sont toutes les deux disponibles. Donc voilà, je vous incite à voir L'Exorciste Dominion. C'est plus une curiosité qu'autre chose, avec Billy Crawford qui joue un lépreux possédé. Enfin, c'est quand même particulier. Bref, je digresse. La Féline de Paul Schrader, donc, c'est un remake d'un film de 1942, un film américain du même nom, qui avait été réalisé par un Français, Jacques Tourneur, qui est devenu l'un des plus grands noms du genre fantastique de toute l'histoire du cinéma. Cocorico. Ça racontait l'histoire d'une femme qui était atteinte d'une malédiction ancestrale et qui, si elle couchait avec un homme, en fait se transformait en panthère et le dévorait. Tout simplement. Donc l'original jouait à fond la carte de l'ambiguïté. On savait pas pendant tout le film si la femme était juste folle ou si vraiment elle était atteinte de cette malédiction. Je vous en dis pas plus sur la fin, sur la manière dont le film tranche. Ça vous verrez, je vous incite d'ailleurs à découvrir aussi ce film original. Et ce qui était intéressant avec ce film, c'était non seulement bien sûr l'ambiguïté en termes de pur récit, mais aussi l'ambiguïté symboliquement sexuelle, tout simplement. Le film se déroulant dans une société assez lisse, assez calibrée, vraiment qui a goûté sur le fait d'être bien sous tout rapport, et ben en fait la métaphore de la panthère qui apparaît s'il y a un rapport sexuel,
Eh ben, c'est une métaphore tout simplement de tout ce qui est en dessous, toute cette frustration latente, tout ce qui est désir sexuel réprimé par une société qui va exploser par effet de soupape. Mais c'est aussi une métaphore de la culpabilité que cette société impose aux gens à ce niveau-là. Donc ce sous-texte était vraiment super intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment Paul Schrader s'est emparé de ce récit et de cette symbolique et les a transposés dans un contexte totalement différent. Entre-temps, il y a la libération sexuelle qui est passée par là avec les années 60 et 70, et avec les années 80, c'est presque l'envers de la médaille de ça, où il y a ce passif, et là on entre dans ce qui est devenu, entre guillemets, les années SIDA, avec le sexe qui redevient encore la source de peur, la source de contamination. Et dans ce contexte, la métaphore du personnage qui se transforme en panthère s'il y a un rapport sexuel et qui tue son partenaire, bah ça peut être vu comme la métaphore en fait de cette peur par rapport au sexe et cette méfiance par rapport au sexe qui est réapparue à cette époque-là à cause de ça. Mais par-delà toutes ces interprétations, ça reste tout simplement un putain de bon film fantastique, très divertissant et visible en tant que tel, un film fantastique à la lisière de l'horreur et à la lisière de l'érotisme. L'histoire est tournée un petit peu différemment cette fois-ci, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont joués par Natasha Kinski et Malcolm McDowell, qui décidément est parfait pour jouer les gros tarés. Ils sont orphelins, ils ont été élevés séparément, et à l'âge adulte, Natasha Kinski revient dans la maison familiale qui est à la Nouvelle-Orléans. Elle rencontre son frère à ce moment-là, et il y a tout de suite une ambiguïté qui va naître entre les deux. Assez rapidement, le personnage de Malcolm McDowell va lui révéler leur héritage familial, qui peut être vu comme une malédiction ou pas selon l'angle de vue. Et le twist, en fait, c'est que leur seule possibilité d'avoir un rapport sexuel sans se transformer en panthère, c'est d'avoir un rapport sexuel incestueux. Putain. Donc à partir de là, il va y avoir une sorte de triangle amoureux entre Natasha Kinski, Malcolm McDowell et un autre personnage dont Natasha Kinski est tombée amoureuse. Et voilà, je crois que je vais pas plus en raconter pour pas vous spoiler le truc. C'est aussi un film où le travail d'ambiance est très très important, et c'est aussi pas mal dû à la musique qui est signée Giorgio Moroder, qui, avec Tangerine Dream et Vangelis dans les années 80, étaient, on va dire, les trois des plus grands représentants des bandes originales de films au synthé, ce qui crée vraiment, dans ce film, un rendu global très très entêtant, très très... ouais, tripesque. D'ailleurs, à côté de ça, la chanson titre du film est interprétée par David Bowie, c'est une sacrée bonne chanson, qui a d'ailleurs été aussi reprise récemment par Marilyn Manson, et c'était une sacrée bonne reprise. Mais voilà, il y a ce travail sur l'ambiance qui personnellement me plaît beaucoup. On le voit déjà direct au début du film avec ces plans très très oniriques qui se déroulent, je sais pas exactement où, mais qui sont censés représenter en fait les origines tribales de cet héritage familial et de la malédiction qui suit ces personnages, qui se déroulent dans des teintes ocre, vraiment très irréalistes, mais encore une fois très oniriques et très viscéralement prenantes. Des plans d'ailleurs qui m'ont un petit peu rappelé le travail de John Borman sur L'Exorciste 2, un petit peu le même genre de feeling, le même genre de teinte globale, qui est sorti 4 ans avant, peut-être qu'il y a eu une forme d'influence, je ne sais pas. Et tout ça est vraiment renforcé par tout ce qui est l'approche très sensorielle du film, dans sa mise en scène et dans sa représentation des matières, tout simplement, la peau, les fluides, notamment les fluides que laissent les panthères quand elles se retransforment en humains. Il y a quelque chose de très très matériellement impliquant là-dedans. Bon, je vais m'arrêter là et pas en dire plus pour ne pas, encore une fois, ruiner le plaisir de la découverte pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu. Mais voilà, dans un contexte où on parle souvent du manque d'inspiration à Hollywood, de la folie des remakes, des reboots, des trucs, des machins, on a tendance à tout mettre dans un même panier. Et ce film montre qu'il existe des bons remakes. Vraiment, Paul Schrader s'est emparé du récit d'origine et de tout son contenu symbolique, a réussi à le transposer dans un autre contexte et à lui faire dire autre chose, tout en restant très fidèle à ce qu'était la féline à la base. Donc c'est vraiment un tour de force qui est à la fois très ancré dans les années 80, donc qui est un peu kitschouille sur certains aspects, mais qui, par-delà cette esthétique bien datée, il reste pertinent aujourd'hui, et vraiment c'est un film qui a pas si mal vieilli que ça. Le troisième film que je voulais vous conseiller aujourd'hui, c'est Something Wicked This Way Comes de Jack Clayton, sorti en 1983. Le titre français, c'est La Foire des Ténèbres. Ça se passe dans une petite ville du fin fond des États-Unis, qui est tout à fait sympa, mais dans laquelle il se passe pas grand-chose. Et il y a un cirque ambulant qui arrive juste à côté de la ville. Les gens sont plutôt enthousiastes à la base, mais très vite on va se rendre compte que ce cirque est un petit peu bizarre sur les bords et que le big boss en fait du cirque, qui s'appelle Mr. Dark, qui est interprété par Jonathan Pryce, il n'est pas forcément animé des meilleures intentions. Les héros sont deux gamins, bien sûr trop curieux, qui vont aller voir ce qui se trame dans ce cirque, par juste volonté de s'amuser et de transgresser les interdits, et qui vont un petit peu découvrir le poteau rose et qu'il y a quelque chose d'assez surnaturel qui flirte un peu avec la magie noire là-dessous. Et à partir de là, Mr. Dark va les prendre pour cible et va se mettre en place une sorte de course-poursuite
comment le décrire autrement, je ne sais pas. Jack Clayton, le réalisateur, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec son film Les Innocents de 1961, qui est considéré comme un des grands classiques de l'épouvante. L'épouvante très très sophistiquée, très subtile, qui est peu adepte du jumpscare, où on n'est pas dans un délire à la William Castle avec des squelettes qui volent dans tous les sens, qui font bouh. Non, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus intéressant aussi par son contenu symbolique, notamment dans Les Innocents, tout ce qui tourne autour de la représentation de l'enfance, qui était assez compliqué pour l'époque, mais même aujourd'hui, on voit Les Innocents, c'est un petit peu tendax. Donc j'avais beaucoup aimé ça, et quand j'ai appris qu'il a fait ce film, Something Wicked This Way Comes, qui est basé sur un vers de Shakespeare, le titre, ce film est adapté en fait d'un roman de Ray Bradbury. Donc voilà, que ce soit pour le matériau de base, le background du réalisateur ou la thématique du film, j'étais vraiment en mode « let's go les mecs ». C'est un film qui a eu une gestation assez compliquée, notamment avec Clayton et Bradbury qui se sont mis sur la gueule concernant l'adaptation et le scénario. Disney, parce que c'est un film qui est produit par Disney, Disney qui a plus ou moins mis Clayton de côté, qui s'est réemparé du film parce qu'il n'était pas vraiment satisfait du rendu final, et qui l'ont remonté, qui ont réarrangé tout ce qui était à la bande originale et ainsi de suite. Donc il y a eu une mainmise vraiment du studio qui a un peu évincé Clayton sur la fin du projet. Donc tout ça pourrait faire dire que non, ça sent très mauvais ce film, et on va se retrouver face à un vieux produit consensuel qui marcherait uniquement sur la veine de la nostalgie. Sauf que non, c'est un putain de bon film. Et surtout à toutes celles et ceux qui associent Disney, toute période confondue, avec un côté très très enfantin et très gnangnan, bordel, regardez La Foire des Ténèbres. Pour moi, ce film est une illustration parfaite de la différence entre ce qui est considéré comme un film pour enfants et un film grand public au sens noble. Oui, ce film relève de l'enfance, oui, il y a une sorte d'insouciance qu'il traverse, oui, il y a un côté très friendly dans la forme, en tout cas au début, et c'est trompeur justement, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Derrière tout ça, derrière ce vernis de film pour enfants qui justement n'en est pas un, mais il y a un côté vraiment très sombre en fait. Ça fait partie de cette catégorie très particulière des films des années 80 qui ont l'air de relever du genre merveilleux, que les parents vont emmener leurs enfants voir, et en fait on se rend compte que il y a des trucs très très chargés dedans. Il y a déjà, même pour les parents, je vais y venir, mais aussi pour les enfants, il y a du matériau à traumatisme dedans. Bon, toute proportion gardée, hein, c'est pas comme si soudainement au milieu il y avait une scène de martyr, mais quand même. Clayton joue vraiment super bien sur les peurs d'enfance, la peur du noir, la peur d'être poursuivi, la peur d'être coupé surtout de ses proches, parce que c'est ce qui arrive dans le film. Les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes et leurs parents, et surtout le père d'un des gamins qui est joué par Jason Robards, dont j'avais parlé dans la chronique sur Fitzcarraldo, c'est lui qui était censé jouer Fitzcarraldo avant Klaus Kinski, et il se trouve dans l'incapacité pendant toute une partie du film de les aider. Et il y a cette peur viscérale en fait de l'abandon qui traverse le film. Mais c'est pas uniquement du côté des gamins, parce que même du côté du personnage de Jason Robards, c'est un père en fait qui est assez vieux, ou en tout cas qui se ressent comme vieux, et qu'il vit assez mal, parce qu'il se sent un petit peu trop éloigné de son fils, même en termes purement physiques, pour jouer avec lui, pour faire plein de choses en fait, et il le vit assez mal, et que dans un film comme ça, ils aient pu glisser cette thématique vraiment de la peur du vieillissement, la peur de ne plus être à la hauteur, même pour sa progéniture, la peur d'être coupé générationnellement aussi. Putain, c'est un film qui prend la peine de développer cette thématique, et il le fait bien. En termes de mise en scène, Clayton il reste très subtil, très sophistiqué, peu adepte de l'effet in your face, et voilà, il y a toute cette volonté de capter cette ambiance d'automne dans une petite ville américaine. J'ai l'impression que j'arrête pas de parler d'ambiance dans cette vidéo, mais c'est un peu quand même la thématique du fantastique, il y a juste un travail d'ambiance qui est toujours là. Et voilà, la mise en scène de Clayton, j'ai l'impression, est moins froidement millimétrée que dans Les Innocents, c'est un film un petit peu plus vivant, La Foire des Ténèbres, mais il y a toujours cette approche de l'espace qui est vraiment super intéressante. Il y a un plan en particulier qui m'a marqué, et quand vous verrez le film, si ce n'est déjà le cas, prêtez-y attention, c'est dans la dernière partie, dans la bibliothèque, où il y a le personnage de Jason Robards qui est assis, il y a les gamins qui se sont cachés, et ce plan en fait en plongée de très haut, qui arrive à capter juste la géométrie très très bizarre de la bibliothèque, qui crée déjà un environnement qui est oppressant en soi, et en bas s'ouvre la porte que va ouvrir le personnage de Jonathan Pryce, sauf qu'il y a personne en face de la porte. C'est un plan fixe, un silence total, un travail sur le temps déjà qui est incroyable, parce que la scène s'étire sans devenir chiante ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un travail de présence, de mise en présence, alors que rien n'apparaît véritablement à l'écran, un travail de mise en présence qui est très très fort.
Et juste, ce cadrage, ce sens du cadrage sur ce plan en particulier résume tout. C'est vraiment la base, juste par sa manière de découper l'espace habilement comme ça, il fait en sorte que l'environnement et la mise en situation elle-même deviennent super flippantes. Il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin d'effets sonores putassiers, il n'y a pas besoin d'effets de mise en présence ultra appuyés. Non, juste avec un simple cadrage et avec du silence, ça fonctionne. Donc voilà, je m'arrête là avant que le soleil commence à me bouffer l'intégralité de la tête. Ce sont 3 films chers à mon cœur que j'ai découverts à différentes périodes de ma vie. J'espère honnêtement qu'ils vous plairont, et même si c'est pas le cas, en tout cas autant que moi, que vous y trouverez des choses assez intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. Moi ça me fait du bien de le faire. Je pense que entre les Fossoyeurs et les après-séances, c'est vraiment un format qui manquait juste pour vous parler de manière un peu plus naturelle de tout cet univers de cinéma dont j'ai envie de vous parler, cette pulsion de parler des films qui est juste la base de la chaîne, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira, et tout simplement, je vous dis à très bientôt, soit pour un après-séance, que sais-je, ou en tout cas, très bientôt pour le prochain Fossoyeur. Ciao!